Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une vidéo actu. On va parler de plusieurs sujets des jeunes. On va parler aussi de l'actualité avec l'interview de Stein Spearings. Je voudrais un petit peu donner mon point de vue et des retours que moi j'en ai, parce que je vois beaucoup de choses de dites et il prend des scuds dans la gueule. Bon, il est pas exempt de tour pro. J'y reviendrai après en deuxième partie de la vidéo. Mais les mecs sont dans un délire, c'est un truc de fou. Et la troisième partie sera sur l'ébullition autour du rachat du PFC par Arnaud. Moi, j'ai des bribes d'infos par rapport à Arnaud. Il était vachement intéressé par d'autres clubs, notamment Lille. J'y reviendrai parce que dans les infos que j'ai eues, en même temps, j'ai eu un peu des infos sur Lens. Donc ça va être intéressant, et puis ça rentre dans l'actualité à moyen terme du club, c'est-à-dire l'arrivée d'un investisseur, mais aussi l'avenir à moyen long terme du club. Il y a eu des indiscrétions, j'ai notamment pu avoir 2-3 infos, et puis aussi en discutant avec des mecs qui sont un peu dans le sérail industriel du Nord, t'as quand même des infos là-dessus, parce qu'aujourd'hui c'est quand même on va dire un charbon très ardent. L'histoire de l'achat du stade, la revente du club, c'est un charbon très ardent dans la micro sphère industrielle et économique du nord de la France, parce que beaucoup en parlent aujourd'hui. Et voilà, je vais moi donner un petit peu les infos que j'ai. Ça reste à ma petite échelle, mais voilà, moi j'ai l'occasion de parler avec pas mal de gens de secteurs différents, dû par la chaîne et puis aussi par mon taf. Donc c'est vachement intéressant, et c'est avec le fameux chantier du canal nord de Seine là, le petit bébé du maire de Saint-Quentin, moi je l'appelle toujours comme ça, le pétomane. Bref, voilà, c'est son petit bébé. Mais la deuxième chose dont on parle beaucoup dans les sphères économiques et un petit peu entrepreneuriales du nord de la France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est la vente du Racing Club de Lens. Voilà, ça fait beaucoup parler. Beaucoup parler. Xavier Bertrand, il œuvre beaucoup en coulisses, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, il œuvre en coulisses. Je me comprends. Il est très au fait de ça, parce que c'est pour lui des choses assez importantes de la région, le Racing Club de Lens, même le LOSC, c'est des entités sportives extrêmement importantes pour la région, Valenciennes aussi, mais c'est beaucoup moins le cas parce que le club a vraiment disparu et c'est pas forcément un intérêt médiatique d'aller mettre son grain de sel là-dedans, mais en tout cas, voilà, la région, elle est partie prenante de ce petit feuilleton. J'y viendrai en fin de vidéo. Alors cette vidéo-là, elle va paraître au cours de la journée de jeudi, je pense. Il y aura bien sûr l'après-match des Bleus, tout le monde s'en fout dans la commu, j'en sais, mais c'est pas grave, moi je me fais plaisir. Enfin non, je me fais pas plaisir parce que c'est une torture. Quand Deschamps partira avec un nouveau sélectionneur, Zizou, viens Zizou, viendra, on va peut-être un peu plus bander, et peut-être ça vous intéressera peut-être un peu plus. Mais voilà, moi je suis sur ma chaîne, avant tout je me fais plaisir. Maintenant, voilà, je sais que c'est pas forcément le corps de la chaîne, mais c'est pas grave. Moi, en tout cas, je me fais du bien en faisant des vidéos des Bleus. Moi, j'aime beaucoup l'équipe de France. Je suis un footeux, voilà, je suis un fan de Lens. C'est Lens forever. Mais l'équipe de France, ça a une part aussi sentimentale dans ma vision du football. Après, ça n'engage que moi. Hein. Chacun, il est comme il est. Hein. Y a pas de souci. Moi, je juge pas les gens. Mais en tout cas, voilà, je me fais plaisir en faisant les vidéos. Mais en ce moment, je me fais vraiment pas trop plaisir. Donc voilà, on va commencer par les jeunes, on va démarrer, on va parler un petit peu de la N3 qui enchaîne les défaites, une victoire, ils étaient à 11 contre 10 en plus, si je dis pas de conneries, une victoire assez heureuse, assez large mais heureuse face à Reims. Le reste c'est que des défaites. C'est assez comment dire, incompréhensible. Pourquoi ? Parce que la préparation était plutôt bonne, avec un Valentin Volkoviak qui était revenu au club, avec un poste en défense qui lui allait très bien, et il y avait une bonne solidité, une bonne efficacité offensive. Il y a des joueurs qui ont montré des choses lors de cette prépa et qui les montrent toujours en championnat. Je pense bien sûr à Tom Pouilly, à Hitmou et petit Dili mais malheureusement, il y a eu des changements tactiques
qui sont assez incompréhensibles et qui aujourd'hui troublent cette équipe, qui n'arrive pas à avancer, et c'est très très embêtant. Si la N3 descend en R1, c'est une catastrophe industrielle pour la formation. Une formation en régional 1 ne sert à rien. Il n'attire plus de jeunes. C'est-à-dire que ton projet formation, il est mort. Et le problème, c'est que comme tu veux t'asseoir sur un projet formation pour éviter de dépenser trop de thunes à acheter des joueurs, c'est très compliqué si t'es pas en N3 ou en N2. Voilà. Alors il y a très peu de réserves qui sont en N2. Il y en a une ou deux, je crois, trois peut-être de clubs de Ligue 1. Je crois qu'il y a Lyon, Rennes ou Marseille, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, ils sont très peu, ou Nantes, je sais plus. Enfin bref. Et ça pose un énorme problème si on tombe en régional 1, c'est une catastrophe au niveau formation, ça c'est clair. Donc il va falloir que les points ils commencent à venir. Maintenant il y a des satisfactions, alors elles sont pas forcément nombreuses au vu des résultats, mais bien sûr Tom Pouilly qui est aux portes pour moi de l'équipe première, moi je le dis clairement. Et c'est mérité. Alors il a pas eu de chance parce qu'il devait rentrer face à Strasbourg, mais il y a eu 3 sessions, donc il l'a eu dans le fion. C'est dommage, moi je voudrais bien le voir, ce gamin. Moi je trouve qu'il est vraiment talentueux, c'est un pilier de la N3, c'est le meilleur buteur, capable de marquer, de passer, d'accélérer, de dribbler, hyper complet. Donc j'ai envie de le voir. J'ai vraiment, vraiment très envie de le voir. Un autre joueur qui a explosé en N3 et qui pour moi aujourd'hui va pas y rester très longtemps et à voir comment le club va le gérer, c'est le petit Haït Mou, la pépite de Valenciennes. Alors pour en discuter avec des camarades de Valenciennes, pas des matrixés qui pensent qu'il y a une rivalité Lens-Valenciennes alors que ça n'a jamais existé, ou c'est extrêmement récent, c'est une rivalité de bébé. C'est une pépite absolue quoi. Ils ont été très tristes de le voir partir à Lens, mais pour certains c'est une très bonne chose pour lui. C'était logique qu'il parte dans un grand club de Ligue 1. Il passait même pas par la Ligue 2. La plupart de ceux avec qui j'ai parlé m'ont dit même pas il a besoin de passer par la Ligue 2. Il va aller directement en Ligue 1. J'espère que le club va bien le gérer parce qu'en tout cas c'est un joueur hyper dynamique, capable de faire beaucoup de différences, un excellent passeur et un très bon buteur, très bon finisseur. Il a fait une super prépa et en championnat il a déjà marqué une paire de buts. Je crois qu'il a 2 ou 3 buts déjà, puis une paire de passes quelques passes décisives. Un autre joueur qui a un article dans le journal de La Voix du Nord, c'est bien sûr Kembo Diliwidi. Alors c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus puissant, c'est pas le plus impressionnant face au but, mais il est hyper complet quoi. Et quand t'es appelé en U19 de l'équipe de France, ça commence à parler. Voilà, ça commence à parler. T'es aux portes des Bleuets, ça commence à parler. Et à un moment donné, quand t'es en U19 de l'équipe de France et que t'as une marge des Bleuets, pour moi les véritables Bleuets, c'est-à-dire les U23. Après je sais qu'il y a les U20, tout ça, mais bon après c'est des marches... c'est des steps différents, mais t'es pas loin de la vérité, quoi. Donc je pense que c'est pareil, Kembo Diliwidi. Je pense que Tom Pouilly, Haït Mou et Kembo Diliwidi, on les verra en Coupe de France, à moins d'une catastrophe industrielle ou d'un super tirage dont on a le secret. On va se taper le PSG dès le premier tour. Je pense qu'on les verra. Voilà. Après, par la force des choses, est-ce que s'il y a trop de blessés, etc., on les verra obligatoirement? Je sais pas. En tout cas, bien sûr, il y a Kylian Antonio, mais lui, il a 16 ans, c'est une pépite qu'on verra s'il a été appelé, c'est pas pour rien, c'est aussi une marque de confiance. Il y a bien sûr le petit Gagnou qui est pareil, qui est quand même quelqu'un de très intéressant en défense, qui est un des futurs espoirs du club. Bon, Delplas, c'est un très bon gardien. Bon, maintenant, ça va être compliqué pour lui de trouver une place dans une rota puisqu'il est gardien, ça va être très compliqué, mais en tout cas, il est sélectionné dès le départ par Will Steele, c'est pas anodin du tout, parce qu'il y a quand même Karolevich qui est vraiment bon, mais il est encore jeune. Mais en tout cas, voilà, lui, il a quand même un train d'avance sur Karolevich, qui est déjà un excellent gardien. Alors, cette N3, elle est très en difficulté. Il va falloir qu'elle enchaîne les victoires pour un petit peu stabiliser tout ça. Là, on est très mal barré. Il va falloir réagir absolument à domicile. C'est pas un cadeau. Et il va falloir vraiment faire évoluer les choses stratégiquement et tactiquement, parce que j'ai l'impression que le coach, c'est Carlier le coach? J'ai un doute, je me rappelle plus de son nom, mais j'ai l'impression qu'il a fait les mauvais choix stratégiques et que il aurait dû rester sur ce qu'il avait fait en prépa et qui marchait bien. La disparition de Valentin Volkoviak, c'est quand même une énorme interrogation. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au sein du groupe ou avec le coach? En tout cas, c'est
incompréhensible qu'il ne soit plus titulaire alors qu'il avait enchaîné les titularisations en prépa et qu'il avait été plutôt très bon. Donc je suis assez surpris. Voilà. La N3, c'est quand même le point noir. Il va falloir à un moment donné stabiliser cette équipe. Et peut-être, de toute façon, il y aura des répercussions à Sadourian. Il va devoir trouver les solutions pour que la N3 perdure. Parce que je pense pas que Joseph Augourlian va accepter que son équipe descende en Régional 1. Je pense qu'ils vont tout faire. Hein. Ils vont mettre des joueurs de l'équipe première pour gagner les matchs. Ils vont être obligés de truander pour sauver l'équipe. Mais ça va être quand même compliqué. Hein, très compliqué. Les U19, alors je connais un peu moins les U19, même si Lucas Malfoy est plutôt un bon joueur, il a encore marqué face au Havre. C'est pas une équipe que je connais beaucoup, même si je crois que Karolevich doit être le gardien, si je dis pas de bêtises, mais c'est pas un groupe que je maîtrise. En tout cas, les U19, ça reste toujours ça reste toujours une génération chez nous qui arrive toujours à avoir de bons résultats mais qui cale un peu en N3 parce que les joueurs passent en N3 mais sont très jeunes. Et le problème aujourd'hui, c'est que il faudrait avoir des joueurs un peu plus âgés en N3, les garder un peu plus longtemps, ce qui est très compliqué à Lens de les garder. Les mecs veulent toujours se barrer. Aujourd'hui, en U23, des joueurs de 20, 21 ans, t'as du mal à les faire jouer en U23. Donc t'as toujours des équipes assez jeunes au final. Donc c'est assez compliqué, mais en tout cas, voilà, c'est pas une génération que je maîtrise bien. Et les résultats sont plutôt là, c'est plutôt bon. En Youth League, ça avait été vachement intéressant. La génération Youth League qui est aujourd'hui montée pour la plupart en N3. Mais voilà, là je la connais pas trop, donc c'est un peu plus compliqué, mais je voulais parler des U17. Alors les U17, pourquoi j'aime bien en parler? Parce que pour moi, les U17, c'est une génération que j'appelle la génération Aledine Yaya. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des joueurs qui ont été signés il y a 1 an ou 2 par Aledine Yaya, qui a eu une promotion au sein du club en détection de jeunes. C'est un peu le chef du recrutement, on va dire ça comme ça, entre guillemets, et il est vachement délégué à l'Île-de-France. Ce qu'a fait Lens pendant des années, c'est aller chercher ce qu'il y avait dans la région. Alors c'est beaucoup regretté en ce moment, mais malheureusement, il y a un autre centre de formation qui aujourd'hui trust tous les bons jeunes de la région des Hauts-de-France, c'est le LOSC. Hein, quand tu vois Boadi et compagnie, c'est extrêmement talentueux, c'est très très fort. Pour faire ce qu'il a fait en Ligue des Champions, c'est très très haut niveau. Le problème aujourd'hui, c'est que Lens n'arrive plus vraiment à exister dans cette région en termes de centre de formation. D'ailleurs, même Amiens a tendance à pas mal happer des joueurs, ce qui est assez embêtant. Et du coup, il y a eu une volonté de redorer un peu le niveau du centre de formation, et pour cela, à réattirer des joueurs de la région, mais en essayant d'aller chercher dans le vivier de l'Île-de-France, ce que font la plupart des clubs de Ligue 1. Mais Lens n'était pas forcément assez armé au niveau organisationnel pour le faire. Aledine Yaya, qui est un rock défensif du club, moi j'adore Aledine Yaya, en plus c'est une super personne, c'est un mec super bien, hyper ouvert, hyper agréable. Aledine Yaya est devenu un petit peu le scout Île-de-France pour les jeunes, et il a déniché quand même pas mal de très bons joueurs, notamment Naël Manoir et Obradovic, ces deux petites pépites qui ont marqué dans leur dernier match U17 et qui sont extrêmement prometteurs. Obradovic, c'est très 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 fort. Pour en parler avec des observateurs d'Île-de-France de jeunes, c'est considéré comme vraiment vraiment du très très haut niveau en termes de potentiel. Manoir aussi, hein, qui est vraiment vraiment un très 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 bon jeune. C'est Manoir ou le Noir, Maël Le Noir, j'ai un doute. Vous me direz dans les commentaires pour ceux qui suivent la E17, mais ça y est, j'ai un doute un petit peu. Faut que je réfléchisse là, faut que je regarde à ça. Attendez. Mais je crois que c'est Naël Le Noir. Je crois que c'est Naël Le Noir. Enfin bref. Désolé, je croque un peu le nom. Mais en tout cas, voilà. C'est deux excellents
jeune, et le travail d'Aledin Yaya est à souligner, et ça peut permettre de relancer une nouvelle génération au Racing Club de Lens. En tout cas, Obradovic, lui, il est en train d'exploser et d'être un joueur hyper important de cette équipe. Alors, cette politique de jeunes, elle se heurte à ça, c'est-à-dire que l'équipe Fagnon, c'est bien sûr la réserve, la N3, et cette équipe Fagnon doit pas s'écrouler. Si elle s'écroule, c'est vraiment un gros point noir pour le club. On est quand même à un instant pivot de l'histoire de ce club qui est Lens. Dans l'histoire de l'ère Joseph Ougourlian, on est quand même à une étape pivot, l'après-Hayes, l'après-Coupe d'Europe, l'équipe réserve qui doit tenter de se maintenir une deuxième année consécutive c'est 2 ou 3 ans qui sont en N3, j'ai un doute. Je crois que l'année dernière, ils étaient pas loin de monter, et cette année, c'est plus compliqué. Je pense que ça fait au moins 2 saisons, mais il faut qu'ils se maintiennent en N3. Tout ça, ça fait partie du pivot du club. Sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup d'attention qui est prêtée à la formation. Aujourd'hui, on a un coach qui fait jouer les jeunes, qui n'hésitera pas à les faire jouer, et Louis Steele l'a dit. Et il a été réputé aussi pour ça à Reims parce qu'il faisait pas mal jouer les jeunes. Mais sincèrement, ouais, c'est très très compliqué aujourd'hui si l'équipe de N3 descend en régional. Aïe aïe aïe. Donc c'est une saison assez tendue. Je suis pas certain que le coach survive à une nouvelle défaite ou une nouvelle contre-performance parce que je pense qu'à un moment donné ils vont clairement devoir changer les choses pour éviter que l'équipe soit trop loin dans la lutte pour le maintien et que ça se casse la gueule parce que c'est des gamins, ça reste des petits et quand on n'est pas bien, moralement c'est plus compliqué pour des gamins. Il va falloir que les résultats continuent. Ça c'est clair, net et précis. Voilà un petit peu pour l'actualité jeune. Je veux pas rentrer trop dans les détails, mais je redonnerai un peu de nouvelles des jeunes de temps en temps parce que j'aime bien suivre. Mais avant on avait véritablement des résumés de matchs, les buteurs, la composition des équipes, etc. Aujourd'hui, c'est zéro. Ce pan-là, la formation, elle est complètement occultée. C'est vrai que ça va un peu à rebours du discours de Joseph Ougourlian. Faudrait vraiment qu'au niveau réseaux sociaux, etc., au niveau réseaux sociaux, au niveau internet, machin, etc., qu'il y ait vraiment sur l'application RC Lens un truc dédié aux jeunes avec des résumés de matchs, mettre des moyens un petit peu parce que je trouve que c'est vraiment le parent pauvre du Racing Club de Lens parce que même les féminines ils ont plus d'exposition. Je trouve que c'est quand même dommage parce que les vrais fans du club ils aiment suivre les gamins quoi. En vrai c'est vrai quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu un point noir, on espère que ça va évoluer dans le bon sens. Alors bien sûr, il y a la Gaillette Academy, salut camarade, sur Twitter qui fait un boulot extraordinaire de suivi des jeunes, mais c'est pas à lui de faire ça. Ça devrait être fait officiellement, ou alors il le recrute et puis voilà. il mériterait parce qu'il fait du super boulot. D'ailleurs, il travaille beaucoup avec Culture Sang et Or. C'est vraiment un super gars qui fait vraiment du super boulot. Il y a même une deuxième page qui maintenant met les buts en live. Je sais plus le nom, je sais plus, réserve de l'équipe de Lens, je crois, je sais plus. Pour ceux qui ont le nom, vous le mettrez dans les commentaires, mais il met les buts en live, filmés. Donc c'est un mec qui doit prendre vachement son temps pour regarder les matchs des jeunes. C'est pareil, c'est super, c'est des superbes initiatives de gens qui sont passionnés, et c'est du super boulot, félicitations à vous et bravo, chapeau. On va passer à l'interview de Stein Spearings. Alors, ça paraît assez anodin, parce qu'il est revenu sur son aventure ratée à Lens, mais ça a déclenché quand même une vague de critiques, de reproches, je trouve extrêmement démesurées. Pourquoi ? Bien sûr que c'est une tête de con. Bien sûr que quand il a fait l'abruti à Toulouse, à la fin de son prêt, il était complètement cassé moralement, il a fait n'importe quoi. On est d'accord qu'il a pas l'air d'avoir un esprit extrêmement club, voire extrêmement esprit d'équipe. Je dis pas le contraire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on lui chie sur la gueule, mais personne n'a vraiment lu l'interview. Dans l'interview, il explique bien que son recrutement, il l'a fait avec beaucoup de bonheur, il voyait que des choses positives, mais que dès le départ, on lui a fait comprendre que ça se passerait mal, au niveau du groupe, et au niveau du coach. Au niveau des coachs, d'ailleurs. Où on lui a fait comprendre que c'était comme ça et pas autrement.
Moi, les retours que j'en ai sur Stein Spearing, c'est quand même que il a pas survécu à Abdul Samed, qui lui a fait vivre la misère, qui a pas su jouer avec lui et qui s'est plaint tout le temps de lui. Abdul Samed, il a quand même aussi fait sauter un petit peu Andy Diouf. Enfin, c'était quand même quelqu'un de très très proche de Francaise, avec qui il avait noué une relation presque filiale et où il avait quasi raison à chaque fois dans tous les problèmes qu'il pouvait soulever. Alors qu'il était nul à chier et que c'était lui le point noir de l'équipe, qui a même fini par disparaître du groupe parce qu'il n'avait pas le choix tellement il était nul. Mais il a toujours eu le soutien de Francaise et Francaise a toujours donné raison à Abdul Samed. Les premiers manquements sont apparus quand la doublette n'a jamais vraiment fonctionné et qu'Abdul Samed faisait pas son boulot de repli ni de défense et qu'il était complètement nul à la récup, ce qui faisait que Stein Spearing était obligé de faire faute sur faute, alors que lui il est plutôt dans une forme de transition et de basculement du ballon, voire même de métronome, sauf que Francaise voulait absolument pas ça, lui il voulait une doublette au milieu hyper défensive avec une projection quasi nulle, c'est ce qu'il voulait, hein, c'est ce qui m'a été rapporté et ça s'est très mal passé entre lui et Stein Spearing. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on voit les résultats de la saison et le comportement de Francaise, on n'est pas étonné qu'il y ait eu des frictions avec Stein Spearing, avec notamment Eli Wahi, avec des joueurs au profil extrêmement particulier qui ont été très mal utilisés par ce manager général qui n'a pas su recruter ce qu'il voulait et qui a surtout un peu fait la bouderie de ne pas avoir les joueurs qu'il voulait avoir. C'est-à-dire qu'il voulait absolument pas voir partir Openda et qu'il voulait pas voir partir Seko Fofana, sauf que à un moment donné, les joueurs ont des accords avec la direction, les joueurs ont des envies et il n'y a pas que Francaise qui décide de la pluie et du beau temps. Donc moi, ce que je trouve assez difficile dans cette histoire-là, c'est que moi, le retour que j'en ai eu, c'est que bien sûr, Stein Spearing n'a pas mis du sien, que il a pas fait preuve d'esprit d'équipe et qu'il a des torts, mais que le problème, c'est qu'il a pas été aidé non plus par un staff où on lui a fait comprendre qu'il ferait ça, ça et ça. Ça a été la même chose avec deux autres milieux de terrain, hein, sauf qu'on en parle moins parce qu'ils ont été beaucoup moins durs dans leurs interviews d'après passage à Lens. C'est Berg et Poreba. C'est-à-dire que ces deux joueurs-là étaient plutôt des milieux de terrain, joueurs capables de donner des ballons, mettre relayeurs, et qu'on a voulu absolument les transformer en milieu de terrain hyper défensif, avec une forte volonté de ne pas les voir jouer ou faire jouer. Donc le problème qu'il y a eu, c'est cette volonté aujourd'hui de Francaise d'absolument transformer les joueurs qui recrutaient alors que il fallait s'adapter à leur façon de jouer plutôt que de faire ça. De toute façon, sur la dernière saison, ça l'a pourri. Puisqu'il a voulu absolument que les joueurs fassent autre chose qu'ils savaient faire, il a niqué son équipe et il a fini 7e alors que ce groupe pouvait finir bien au-delà. Stein Spearing, c'est un exemple de ce qui n'a pas été dans le recrutement de ce manager général qui a été très mauvais en tant que manager général, Francaise. Maintenant, c'est un peu facile de tout mettre les torts sur Francaise. Spearing, comme je l'ai dit, il a été un peu trou du cul et puis il a pas grand-chose dans le citron. Et voilà, il a des torts. Il était sûrement pas fait pour le club, ça c'est une certitude. Maintenant, des fois les joueurs doivent se remettre en question aussi, mais tout n'est pas noir ou blanc, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. Voilà. Donc voilà, en parlant à des gens qui sont un peu dans l'entourage du club, c'est pas étonnant que des joueurs ouvrent un peu leur boubouche une fois que tout est tassé, parce qu'il y a eu quand même pas mal de pression, et le fait qu'aujourd'hui Arnaud Pouille a quitté vraiment la sphère lensoise libère la parole. Il y a quand même eu quelques chapes de plomb au niveau de la communication de certaines personnes, à cause du fait que Arnaud Pouille avait encore beaucoup de contacts au sein du club et autour du club, le fait qu'il ait quitté totalement l'entourage du Racing Club de Lens pour aller driver à Rennes va libérer la parole, vous verrez, il y aura peut-être des autres trucs qui vont sortir, on verra. En tout cas, voilà un peu ce que je voulais dire par là-dessus, parce que je veux pas non plus qu'on crache sur la gueule des joueurs à 100% et qu'on élude les problèmes qu'il y a eu la saison dernière, parce qu'il y en a eu plein et qu'aujourd'hui c'est un peu facile. Parce que moi, ce qui me pose problème, c'est quand on entend certaines personnes sur les spaces, il y a quand même un dorage de pilules de Francaise qui est quand même c'est un truc de fou, quoi. Moi, j'ai quand même l'impression que les mecs, ils ont des parts dans l'action Francaise. Il y a un manque d'objectivité dans le jugement. C'est assez dingue. Personne ne dit que c'est un mauvais coach. Tout le monde juge les choses telles qu'elles sont.
Et ce qui s'est passé, mais on a l'impression que c'est tabou et que c'est absolument pas de sa faute, qu'il a 100% raison sur tout, que ni dada, qu'on oublie tout, qu'on n'a pas de mémoire, ça n'a rien à voir. On juge une fin de saison, Spearing s'exprime, je suis désolé, il s'exprime sur la saison qui vient de se dérouler, il y a personne qui est en train de juger les 3 ans en disant il a fait de la merde, c'est pas du tout ça, mais le problème aujourd'hui c'est qu'il y a des mecs qui ont beaucoup de choses comment dire, à avoir en commun avec Francaise et qui sont beaucoup sur la défense de Francaise, même si des fois c'est à rebours de la vérité. Alors moi je le dis sincèrement. Alors la dernière chose la plus importante, c'est la bombe médiatique du rachat du PFC, du Paris Football Club, par la famille Arnaud, avec une arrivée à 15% de Red Bull. C'est pas anodin. Ils viennent pas à poil, c'est-à-dire qu'ils viennent avec Red Bull. Voilà. Red Bull, qui ne sera pas actionnaire majoritaire, c'est pas, c'est pas de la multipropriété, puisqu'il y a juste Red Bull qui vient investir 15% pour pouvoir donner des outils dans la gestion d'un club de football à la famille Arnaud. Voilà, c'est tout. C'est qu'il va y avoir des membres délégués de la galaxie Red Bull qui vont sûrement travailler au club. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, il y aurait même Rai qui arriverait au club, c'est un truc de malade. Alors beaucoup tempèrent, même RMC, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de contre-com de la part de certains autres clubs, notamment du PSG, parce qu'aujourd'hui le PFC va devenir un futur Grande Ligue 1, une machine qui va sûrement être très très impressionnante si Arnaud met vraiment les thunes et les bonnes personnes au bon endroit. Le but étant de monter directement en Ligue 1 et d'aller chasser la Ligue des Champions, ça a été clairement dit. Dès le monter en Ligue 1, bon, je veux dire, les investissements vont être colossaux, faut pas chercher à comprendre. Mais tout ça va rebattre les cartes. Alors la famille Arnaud cherchait à acquérir un club. Saint-Étienne, Bordeaux, Lille ont été sondés. Ils ont penché leur dévolu sur Paris parce qu'aujourd'hui il y a qu'un seul gros club dans la région des Îles-de-France. Devrait y en avoir 3 gros clubs. Aujourd'hui la Ligue 1 devrait avoir 3 grands clubs de Paris. Peut-être qu'un jour le Red Star séduira un riche investisseur, mais en tout cas aujourd'hui le PFC va sûrement devenir peut-être un club concurrent du PSG, voire concurrent tout court pour le podium de Ligue 1, voire concurrent du PSG pour le titre. On n'en est pas là, bien sûr, mais ça y prendra le chemin. Et cette annonce-là a un petit peu fait d'ébullition dans le Nord. Pourquoi ? Parce que Arnaud est originaire du Nord. Le fait qu'il s'était intéressé à Lille a été vachement suivi dans les secteurs industriels, économiques, et il n'y a pas eu d'intérêt à Lens. Pourquoi ? Lens n'a pas été cité parce qu'il y a quelqu'un de très intéressé par le club de Lens. Aujourd'hui, ça fait beaucoup parler. Notamment certains grands entrepreneurs du nord de la France en parlent pas mal. Lens serait une chasse gardée d'un grand industriel français. Après, c'est des rumeurs, mais c'est des rumeurs quand même très bouillonnantes. J'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Voici, il y a quand même un moment, puis... Oui, il y a quand même un moment, au moment de la prise d'action par le groupe d'investissement, je sais plus comment ça s'appelle, Enfin bref, la région plus des fonds d'investissement, dont l'AFM, l'association Famille Mullier, ou je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, on s'en fout. Et je l'avais dit dans une vidéo que c'était pas anodin que l'AFM investisse en minoritaire dans le club. Les fourmillements depuis quelques semaines, et en fait... moi, je savais qu'Arnaud cherchait à acquérir un club et s'intéressait à des clubs du Nord, sauf Lens, parce que il y aurait un accord de principe entre Arnaud et un grand industriel français. Et voilà, moi je vous donne les fourmillements et les retours que j'ai. L'association Famille Mullier, ça serait vraiment un petit step on de la part de Mullier dans l'acquisition du club. Alors je balance pas de bombe parce que j'en avais déjà parlé à ce moment-là dans l'arrivée de l'actionnaire minoritaire au club. Je pense que Mullier est sur les starting blocks pour racheter le club, que ça ne se fera pas tout de suite bien sûr, qu'il y a l'histoire du stade avant. Il y aura sûrement l'arrivée d'un actionnaire minoritaire américain, c'est pas le problème, en sachant que Joseph Oughourlian sera toujours actionnaire principal du club. Mais en tout cas, voilà.
le fait que Lens n'ait pas été cité n'est pas anodin, notamment des grandes figures industrielles, économiques du nord de la France en ont parlé, je peux vous le dire parce que je connais quelqu'un qui est en contact permanent avec ce type de sphère, parce qu'il est représentant économique pour une grosse boîte et qui connaît ces gens-là, et qu'il est fan de Lens, c'est un pote, voilà, et ce qui est dit par plusieurs grandes figures de la région, c'est que Mullier est très intéressé. Il a voulu racheter Lille, il a voulu racheter Lille à une certaine époque, ça ne s'est pas fait, mais il y a toujours eu un amour du Racing Club de Lens au sein de cette famille, même si c'est une famille lilloise, que ça a fait déjà à l'époque quand AFM était dans le groupe d'acquéreurs d'actions du club, ça a fait des émois. Bon, enfin, pas plus que ça. C'était un galop d'essai. Hein. Il n'y a pas eu non plus une révolution, il n'y a pas eu 25 000 manifestations. C'est comme Drey aussi, il y a eu 3 pancartes. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Je pense que le galop d'essai a été réussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu non plus une espèce de révolution du public envers la famille Mullier, ce qui veut dire que médiatiquement, il n'y a pas non plus il n'y a pas eu une secousse médiatique ni une révolte. Donc le premier galop d'essai a été validé et cette famille-là tourne autour du club. Maintenant, le nerf de la guerre de l'acquisition du club, c'est le stade. Aujourd'hui, Joseph Ougourlian est dans une problématique de temps. Il faut qu'il trouve un actionnaire minoritaire avant la fin de l'année pour acquérir des parts à hauteur de 40-50 millions d'euros pour acheter le stade. Pourquoi ? Parce que l'acquisition du stade est une condition sine qua non à la revente du club. Le club sera beaucoup plus attractif s'il est propriétaire de son stade. Les bruits qui courent, c'est que celui qui achètera le club va créer un truc autour du stade en termes de merchandising. C'est-à-dire que l'énorme parking gigantesque, c'est une surface énorme, serait transformé en une espèce de zone d'activité économico-industrielle autour du club, économico-commerciale autour du stade, et vraiment créer une zone d'attractivité tout au long de la semaine, c'est-à-dire avec des zones commerciales, etc. C'est un peu le projet qui est proposé par Joseph Ougourlian au potentiel acquéreur du club. Aujourd'hui, Joseph Ougourlian, il se rend bien compte qu'il y a un glissement dans l'actionnariat des clubs et qu'aujourd'hui, il y a de la volonté d'investir dans le foot français parce qu'il vaut plus rien. Faut quand même le dire. C'est ça le truc. C'est que ce qu'a réussi à faire la Brune, c'est à éclater le foot français à tel point qu'il coûte tellement pas cher, qu'il coûte moins cher que d'acheter d'autres clubs de championnat mineur, et en sachant que comme le championnat de France, grâce au PSG en partie, a réussi à maintenir sa 5e place, c'est un championnat qui vaut rien, mais qui a plein de places en Ligue des Champions. Donc en fait, ce qui est arrivé, c'est que des gros actionnariats vont venir acheter les clubs parce qu'ils ne valent plus rien. Bordeaux, c'est une exception puisque Lopez est une merde et que il va pas vendre comme ça. Hein. Lui, il faut qu'il récupère ses thunes. Et voilà. Les groupes américains qui tournent autour des clubs français, ils cherchent la bonne occasion. Saint-Étienne, etc., les Canadiens à Saint-Étienne, Bordeaux, il y aura bien un groupe qui vont finir par l'acheter, mais enfin, il y a tellement de dettes que c'est hyper dégueulasse. Lens est un club en bonne santé. Faut passer cette saison-là plutôt bien, mais il y a plus de 200 millions d'euros d'actifs au club. Hein, ça, c'est le rapport du CES en termes d'actifs, c'est-à-dire les joueurs. Il y a plus de 200 millions d'euros d'actifs au club, plus la valeur du club, la valeur du centre de formation, ce que peut donner le centre de formation en termes de trading. Il y a un club qui a une grosse valeur. Aujourd'hui, le Lens coûte plus cher qu'il coûtait il y a quelques années, mais t'achètes un club, t'as pas de dette. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, la rumeur, c'est ça. C'est que Mullier, il a mis une patte dans le club, que quand on est actionnaire, on a le droit à des pourcentages d'intéressement plus intéressants que si tu viens d'en dehors du club. Ce qui veut dire que le premier pas qu'il a fait, c'est un step économique, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire quand tu fais un premier pas économique dans une structure, ça te permet d'y avoir un pied et d'avoir accès à plus de facilité de rachat à des prix plus intéressants que si tu arrives de l'extérieur. Mullier, il a un temps d'avance sur les autres. C'est ça un peu ce qui se dit dans la région. Et aujourd'hui, Xavier Bertrand, il voit d'un très bon œil que le groupe commercial Auchan, qui est un énorme groupe Mullier, c'est énorme, c'est une des plus grosses fortunes de France, il voit d'un très bon œil que ce groupe-là achète Lens. Voilà.
Et Xavier Bertrand, il est pas loin d'être en coulisses avec tout ça. Voilà, j'étais en train de chercher le fameux Side Invest. Il est là-dedans parce que lui, ce qu'il veut, c'est que Lens soit racheté après l'ère au Gourlian. Au Gourlian, on va pas rester 1 million d'années. Hein. Il va vendre. À un moment donné, il a fait ce qu'il avait à faire. Il veut acheter le club. Il veut valoriser tout vendre et faire une culbute. Il investit plus dans le club. Aujourd'hui, ce qu'il va vendre, c'est ce qu'il va récupérer sa maille, plus ce qu'il a développé du club avec son argent. Aujourd'hui, le club vaut plus cher que quand il l'a acheté. Il dégage de l'argent, il est bénéficiaire. Bon, il le sera peut-être moins l'année prochaine, mais quand il vendra les joueurs, il va redevenir bénéficiaire par rapport à ça. C'est le moment de vendre. C'est-à-dire que pour moi, dans les 3-4 prochaines années, il y aura une vente du club. Voilà. Maintenant, je pense que la mise en action d'Arnaud par rapport au PFC va accélérer ça va faire un appel d'air. Aujourd'hui, c'est pas possible autrement que si Arnaud attaque, les autres vont attaquer. C'est obligé parce que plus t'attaques tôt, plus t'es installé tôt dans un club, plus tu prends de l'avance, plus t'es plus structuré que les autres et plus t'as les places les plus hautes au championnat. Je pense que l'arrivée d'Arnaud va bouleverser l'agenda des rachats de clubs et on risque d'avoir des surprises. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. C'est pas une bombe médiatique puisque je suis pas en train de parler d'une exclue. Pour ceux qui sont comme moi, qui bossent avec des gars qui sont dans l'industriel et l'économique ou qui connaissent des gens qui travaillent autour de ces sphères-là, ça se sait. Voilà, ça se sait aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent autour du club ou qui ont qui font de la pub avec le club, etc. qui en parlent. Aujourd'hui, Mullier, c'est une option hyper crédible. Mais je parle d'un rachat du club. Je parle pas de l'actionnaire minoritaire. Aujourd'hui, l'actionnaire minoritaire, ça sera un Américain, c'est sûr à 90%. Joseph Ougourlian a bien insisté là-dessus, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un glissement des investissements et une très grande présence des Américains. Maintenant, il faut voir qui va investir. Faut espérer que ça soit pas des investisseurs au petit budget. Il faut que ça soit un investisseur qui a du pognon pour faire monter le club. Maintenant, ça change pas que ces investisseurs seront là. Et que Mullier peut racheter la totalité des parts de Joseph Ougourlian et devenir l'actionnaire majoritaire du club, propriétaire majoritaire du club, et garder ces actionnaires minoritaires-là, travailler avec eux, ça c'est une réalité. C'est deux choses différentes. Maintenant, pour ce qui est de l'actionnaire minoritaire, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'informations, c'est extrêmement cadenassé. Alors on a parlé du groupe Fenway, hein, celui qui lorgnait Bordeaux, qui pourrait peut-être, pourquoi pas, aller se présenter à la porte du Racing Club de Lens. On parle aussi du groupe qui a été cité, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus le nom, mais le nom avait fuité, ça a fait capoter un peu l'affaire. Joseph Ougourlian était très en colère. Les discussions ont peut-être repris en secret avec ce gros groupe qui a beaucoup d'argent et qui veut investir dans le foot français. Lens étant une marque quand même très importante médiatiquement, faut aussi se dire que grâce à Joseph Ougourlian et du travail qu'il a fait en mettant les bons mecs au bon endroit, le bon football montré par Lens, il y a une belle image médiatique du club. Aujourd'hui, Lens fait partie des meilleures équipes de Ligue 1. Il y a 5 ans de ça, personne n'aurait cru parler de ça. Donc aujourd'hui, Lens est attractif. Donc on va voir un peu comment ça va évoluer, mais la deadline, c'est le 31 décembre 2024. Pourquoi je dis ça? Parce que Joseph Ougourlian en a parlé. Le prix du stade est fixé jusqu'au 31 décembre 2024. À partir de ce moment-là, il faudra refaire tout le dossier et le prix du stade peut être réévalué. Et ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, il a un prix qui est quand même assez intéressant, de l'ordre de 18 à 20 millions d'euros, je crois, 18 000 à 20 millions d'euros. Aujourd'hui, il faut un investisseur secondaire pour dégager cette somme-là et acheter le club. Une fois que le club sera acheté, je suis pas sûr aujourd'hui que Joseph Ougourlian démarre des travaux de titan. Je pense que tout sera vendu et que l'actionnaire d'après investira pour créer j'aime pas dire ça, mais un Racing Club de Lens-Land autour du Stade Bollaert pour faire en sorte que le Stade Bollaert soit un lieu touristique économique en dehors des matchs de foot. Et ça, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, Bollaert, il n'existe que le week-end ou la semaine quand il y avait les matchs de Ligue des Champions. En dehors de ça, c'est une zone déserte. Il y a personne qui y passe. Hein. C'est pas hyper fréquenté. Donc, tu crées une zone économique, commerciale autour. Ça va être un lieu hyper vivant, puis faire du stade un lieu de conférence, un lieu de concert, quelque chose un poumon de la ville.
C'est pour un investisseur, c'est extrêmement important. Maintenant, le côté renaming du stade, perte de valeur du club, tout ça, à un moment donné, il faut arrêter un petit peu de trembler comme une feuille. Joseph Ougourlian l'a dit à plusieurs reprises, il veut quelqu'un qui achète le club et qui respecte les valeurs et l'histoire du club. Je pense que Mullier, il est assez intelligent pour pas faire le bordel. Red Bull était entré dans la danse à un moment donné, j'en avais parlé, mais tout le dossier, parce qu'ils font un dossier, tout le dossier a été recalé parce qu'il y avait vraiment trop de changements dans la culture club. Ils voulaient vraiment estampiller le club Red Bull et ça fonctionne pas à Lens, ça fonctionnera jamais. Voilà. Je sais qu'il y avait aussi, et ça m'a été dit par quelqu'un qui est dans tout ce qui est économico-bancaire, il y avait un gros groupe étranger qui était très intéressé pour acheter le club. Ça ne l'a pas fait pour une simple et unique raison, c'est que il y a eu des gros soucis avec le Covid et une difficulté économique derrière, et il y a eu une fragilité dans le dossier, dans le sens où le board de ce gros groupe avait peur d'investir dans le vide. Mais en tout cas, c'était un gros groupe étranger. Ça aurait eu vraiment de la gueule. Aujourd'hui, le Racing Club de Lens est quand même très attirant, donc on risque d'être surpris de voir quel type de gros groupe pourrait s'intéresser au club. C'est à suivre. En tout cas, voilà, c'est le fil rouge de la fin de cette année. Peut-être l'année prochaine, mais en tout cas, ça va évoluer. Il y aura des entrées au capital du club, et Joseph Ougourlian, à moyen, pas court terme, mais à moyen terme, il revendra le club. Mais ça, il l'a toujours dit, il restera jamais propriétaire du club à vie. Donc là-dessus, faut que tout le monde se fasse une raison. Il y aura une fin de l'ère Ougourlian, puis le début du nouvel ère. On verra ce qu'il en est, en tout cas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, débrief du France-Israël, ou Israël-France. C'est Israël-France, je crois. Je vais le faire. Il faut que je m'accroche parce qu'un jour, Zizou va arriver et on verra du football et des vrais joueurs sur ce terrain. Salut les amis, ciao.